Alors, on va corriger cet exercice où au début on avait des petits calculs de forme algébrique, puis après une mise sous forme trigonométrique de certains nombres et fallait en déduire la nature d'un triangle. Voilà, donc faites pause, faites l'exercice et on le corrige tout de suite. Donc là, il fallait calculer grand Z pour différentes valeurs de petit z. Bon, alors, j'ai pas trop détaillé les calculs, hein, il suffit de remplacer et puis de faire le calcul sur sa feuille. Donc, si petit z égale 1, on trouve que grand Z est nul. Si petit z vaut moins i, on trouve que grand Z est aussi nul. Si petit z c'est 1 moins i, on trouvait que grand Z égale 1. Et pour la dernière valeur, on trouvait que grand Z est égal à 1,5. Alors, dans cette deuxième question, il fallait poser petit z égale x plus y et déterminer l'ensemble E des points m d'affixe z tel que grand Z soit un réel. Donc, on va d'abord déterminer la forme algébrique de grand Z en fonction de petit x et petit y. Alors, on repart de la définition grand Z et on va remplacer petit z par x plus petit y. Alors, cela nous donne cette expression, on a remplacé bêtement. Alors, on va développer x plus y au carré et on va développer 1 plus i facteur de x plus y. Alors, toujours, bien sûr, travailler avec partie réelle plus i partie imaginaire, partie réelle plus i partie imaginaire. Ça simplifiera le travail. Bon, là, il s'agit de tout développer et puis de regrouper partie réelle et partie imaginaire, comme on vient de le faire ici. Donc, il faut éviter de faire trop d'étapes parce que, comme il y a beaucoup de termes, on risque de mal en recopier, hein. Donc, finalement, on a la forme algébrique de grand Z. Donc, pour qu'il soit réel, eh bien, il faut que sa partie imaginaire soit nulle. Donc, c'est-à-dire cette chose-là qui vaut 0. Or, c'est un peu chiant. Alors, c'est pas un cercle, hein. On a l'habitude de ce genre de choses, souvent avec un cercle. Ah, mais il aurait fallu avoir x carré plus y carré, donc c'est pas le cas ici. Donc avant de faire quoi que ce soit, on se dit quand même, là on pourrait factoriser x carré moins y carré, ce qu'on fait. Et puis si je mets le moins en facteur pour faire apparaître le x plus y, comme ça on a x plus y d'un côté et de l'autre, on a un facteur commun. Voilà, ça a l'avantage de faire apparaître un facteur commun ici qui va nous simplifier la vie. Puisqu'après, maintenant, on a factorisé l'expression, on a un produit de facteurs est nul, si seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc, on a deux possibilités, ce qui donne, en exprimant y en fonction de x, y égale à moins x ou y égale x moins 1. Donc, la représentation graphique, je ne l'ai pas faite ici, c'est deux droites, hein. La droite d'équation y égale à moins x, qu'on va appeler D1, et la droite d'équation y égale x moins 1, qui est appelée D2. Donc, l'ensemble des points recherchés, c'est l'union de ces deux droites. Voilà. On va passer à la question suivante. On va déterminer le module et un argument de Z1. On va commencer par calculer le module de Z1, comme d'habitude. On va obtenir racine de 4 soit 2. Donc, on va reprendre l'écriture de Z1 et on met le module en facteur, c'est-à-dire 2 en facteur. On obtient 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc, 1 demi, il faut reconnaître un cosinus. Donc, mon cosinus vaut 1 demi, mon sinus vaut racine de 3 sur 2. Qui suis-je? Eh bien sûr, je suis pi sur 3. Voilà, donc ça nous permet d'en déduire que l'argument de Z1, enfin, un argument de Z1, pardon, c'est pi sur 3 à 2 pi près. Voilà, on a répondu à la question. Il faut donner sous forme trigonométrique et sous forme algébrique, donc les nombres complexes Z2, Z3 définis comme suit. Alors quand même, c'est assez sympa cette écriture. Z2 égale IZ1, parce qu'on connaît l'argument de Z1, enfin on connaît un argument de Z1, pardon, et un argument de I, donc on connaîtra l'argument du produit. On va utiliser, deux méthodes, je pense. Donc ici, Z2, c'est IZ1, on est bien obligé de partir de ça. Et on va remplacer, une première façon, donc, c'est de remplacer I par EI pi sur 2, parce que c'est la même chose. Ça, il faut connaître par cœur. Il faut en connaître le 4. EI pi sur 2, c'est I. Il faut connaître EI pi, c'est moins 1. Il faut connaître E moins I pi sur 2.
Quand je dis E moins pi sur 2, c'est E puissance moins pi sur 2. Donc ça fait moins i. Il faut connaître EI de pi, qui est pareil que EI0, qui vaut 1. Et ça, c'est l'expression de Z1, hein, qu'on avait trouvé ici, sous forme trigonométrique, et là, écrit sous forme exponentielle. Donc une fois qu'on a ça, bah, c'est facile, puisqu'on a 2EI, la somme, et pi sur 2 plus pi sur 3, ça fera 5 pi sur 6. Voilà, donc là, on a donné la forme. Alors, c'est vrai que c'est pas la forme trigonométrique en tant que telle, c'est la forme exponentielle de Z2. Mais enfin, il y a tellement peu de différence que on peut laisser comme ça. Bon, il y avait une autre méthode quand même, euh, qui consistait à calculer le module et un argument de Z2. Donc, le module de Z2, bah, c'est le module de IZ1, qui est égal au module de I fois module de Z1. Le module de I, c'est 1. Le module de Z1, on l'a calculé, c'est 2. Donc, à la fin, on trouve 2. Et donc, arc de Z2, bah, c'est arc de IZ1. Et ça, on sait d'après le cours que ça marche comme les logs au niveau des propriétés, hein. Arc de I Z1, c'est arc de I plus arc de Z1. Arc de I, c'est pi sur 2. On lui rajoute arc de Z1. Alors, c'est pi sur 2 à 2 pi près, hein, bien sûr. Arc de Z1, c'est pi sur 3 à 2 pi près aussi. Donc, la somme, ça va nous faire 5 pi sur 6 à 2 pi près. Bon, on en déduit donc cette forme-là pour Z2, qui est la forme trigonométrique. Bon, qui est la même chose que 2EI 5 pi sur 6, hein. Voilà, donc c'était une autre méthode, si vous vouliez utiliser les propriétés sur les modules, les arguments. L'autre, ça passait par une forme exponentielle. Bon, c'est puissant la forme exponentielle, hein, ça permet vraiment de compacter les calculs, c'est quand même pas mal. Alors, la forme trigonométrique de Z3, eh bien, je vais passer par la forme exponentielle, hein. Donc, I, c'est toujours EI pi sur 2. Et Z2, ben, on vient de le faire, c'est 2EI 5 pi sur 6. Bon, il n'y a plus qu'à faire la multiplication et à additionner les exposants, et on trouve 2EI 4 pi sur 3. Alors, on nous demandait aussi les formes algébriques. Bon, ben, alors on va repartir de la définition de Z2. Z1, c'est 1 plus I racine de 3. Il n'y a plus qu'à développer, c'est fini. Et Z3, c'est IZ2. On fait la... Alors oui, alors on peut faire IZ2, donc I facteur de ce qu'on vient de trouver, mais on pouvait utiliser aussi le fait que Z2, c'était IZ1. Et donc, I fois IZ1, ça faisait I carré Z1. Et I carré faisant moins 1, bon, bah, j'obtiens l'opposé de Z1 finalement. Il y a moins de calcul. Bon, c'est pas mal aussi. On va monter. Alors, il faut déjà placer M1, M2, M3. Les points qui ont pour affixe respectivement Z1, Z2, Z3, et on va montrer que le triangle est rectangle isocèle, mais on ne nous dit pas en quoi. Donc, quand on veut montrer qu'un triangle est rectangle isocèle, il faut calculer un quotient. Mais alors là, les quotients, bah, il y en a au moins trois possibles, hein. Alors, pour savoir le bon, eh bien, c'est la figure qui va nous le dire, en fait. Donc, on rappelle la définition des formes algébriques. Alors, je les ai placées ici, hein. On peut utiliser la forme trigo, hein, pour les placer. C'est pas très grave, même une approche approximative nous suffira. Donc, on voit quand on les a placés que bah, il est rectangle isocèle plutôt en M2, a priori. Donc, je vais calculer le quotient pour déterminer la nature du triangle M1, M2, M3. Je vais calculer ce quotient-là, ce quotient qui se termine par M2, par Z2, pardon. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on va vouloir avoir une information sur l'angle entre M2, M1 et M2, M3. Ou M2, M3, M2, M1. L'ordre est important, mais si on a l'un ou l'autre, on pourra conclure. Donc en fait, on voulait que les deux angles de vecteurs, là, c'était des vecteurs d'origine M2. Donc c'est pour ça que ici, ça doit se terminer par Z2. Voilà, parce qu'a priori, on aurait pu faire ça aussi avec qui se terminait par M3 ou par M1. Et bon, ça ne donnait pas du tout les mêmes résultats, puisque les deux autres quotients éventuels ne nous auraient pas permis de montrer facilement que le triangle était rectangle isocèle. On pouvait le faire, hein, ça marchait, mais il y avait un peu plus de calcul, c'était un peu plus pénible. Là, c'est vraiment le plus simple. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a une façon bête, mais qui marche, mais
on se paye des calculs, hein, qui sont pas très agréables. Et il y a une façon plus jolie, plus subtile. On va commencer par la bête. Bah, on va remplacer bah, bêtement hein, Z1, Z2, Z3 par leur forme algébrique qu'on a obtenue précédemment. Donc on nettoie un petit peu, on écrit partie réelle plus I partie imaginaire. Et puis bah, il faut faire la forme canonique, hein. Il faut faire pardon, la forme quantité conjuguée. On va multiplier par la quantité conjuguée en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Ouais, c'est moche, hein. Bon, bah, on la développe, c'est très moche aussi. Mais ça va simplifier vraiment beaucoup, on obtient moins I. Je vous montre la forme d'une façon un peu plus agréable et moins calculatoire, mais qui est due à la façon dont ont été définis Z2 et Z3. Donc en fait, Z3, c'est IZ2. Donc là, je vais mettre IZ2. Alors pourquoi? Bah, parce que j'ai déjà Z2 à côté, donc c'est ça sympa, je vais pouvoir mettre Z2 en facteur. Et Z2, c'est IZ1. Donc bah, c'est sympa parce que je vais pouvoir mettre Z1 en facteur. Ce que je fais tout de suite. Et puis je rappelle que Z2, c'est IZ1. Donc Z2 sur Z1, ça fait I. Donc il va y avoir pas mal de simplifications. Et moins un plus I sur un moins I, bah, c'est deux nombres complexes qui sont opposés, hein. Donc leur quotient, ça fait moins un. Donc à la fin, il reste moins I. Là, on se dit quand même, c'est la voie la plus sympa parce qu'on n'a fait aucun calcul en fait. On a juste remplacé. C'est un peu plus habile. Alors on en déduit donc bah, deux choses. Module et argument du quotient. Bah, le module, c'est le module de moins I qui va faire un. Un argument de ce quotient, c'est un argument de moins I, c'est-à-dire moins pi sur 2. C'est la première chose. De par les calculs, on en déduit ça. Maintenant, on utilise le cours. Donc la même chose, hein, le module de ce quotient et arc de ce quotient, c'est d'après le cours respectivement ce quotient de longueur et cet angle-là. Bon, je rappelle que toujours on lit à l'envers, hein. M2, M1, M2, M3 hein, pour l'angle de vecteur. Et donc bah, on en déduit quoi? Bah, que ce quotient de longueur c'est 1 et que cet angle entre ces deux vecteurs admet comme mesure moins pi sur 2 à 2 pi près. Bon, bah ça prouve que M2, M3, c'est égal à M2, M1, donc il est bien isocèle en M2. Et cet angle vaut moins pi sur 2, bon, bah, il est rectangle. Donc il est isocèle en M2 et rectangle en M2. Fin de l'exercice. Bon, il était gentil, il était bien.